1400 feet, still looking very good. We're 3 minutes away from a loss of signal. Donc un génocide, rappelons juste la définition, c'est donc l'extermination d'un peuple, ici juif ou tsigane, donc une extermination voulue et organisée, mise en place par un plan de manière industrielle. Donc on le verra ici à travers la solution finale, les chambres à gaz, etc. Nous avions 15 ans lorsque nous avons vu ces images à la télévision, un jour d'avril 1994. Ces images de barbarie semblaient incompréhensibles. Des Africains se battaient à coups de machette et on nous parlait de haines ancestrales, de massacres interethniques, de guerres tribales. Nous avions 15 ans et nous ne comprenions pas que cette histoire était aussi la nôtre. Pourtant c'était un génocide et il avait lieu sous nos yeux. Quelques années plus tard, nous avons entendu les premières accusations portées contre l'État français. La France semblait avoir joué un rôle dans cette histoire. Certains parlaient même de complicité, nous avons voulu en savoir plus. Ce film raconte le dernier génocide du XXe siècle. Au Rwanda, il ne s'agissait ni de barbaries ancestrales, ni d'une soudaine explosion de violence, mais d'une histoire politique et moderne. Ces hommes qui massacrent leurs voisins sont avant tout des êtres humains. Nous avons voulu comprendre ce qui était arrivé à l'humanité dans les collines du Rwanda. Dès le début de la guerre, le régime crée ce qu'il appelle des structures civiles d'autodéfense. Concrètement, des armes sont distribuées à des milices Hutus dans le nord du pays. Il s'agit de militariser et de radicaliser les masses Hutus. Une nouvelle étape est franchie en 1992 lorsqu'Habyarimana organise les jeunesses de son parti en milice. C'est la naissance des Interamwe, ceux qui travaillent ensemble. Deux événements majeurs vont faire de l'année 1993 un tournant dans l'histoire du Rwanda. Tout d'abord en février, lassé par le double jeu d'Habyarimana, le FPR lance une offensive militaire de grande envergure et inflige une déroute aux forces gouvernementales. 1 million de Hutus prennent la fuite. Manipulés par la propagande du régime, ils pensent qu'ils vont être exterminés par le FPR. Le deuxième événement majeur a lieu dans un pays voisin. Le président du Burundi, Melchior Ndadaye, est assassiné par des militaires Tutsis lors d'une tentative de coup d'État. Le président Ndadaye étant Hutu et ses tueurs Tutsis, cet événement est un cadeau du ciel pour les fanatiques rwandais. Jamais l'idée selon laquelle il faut tuer les Tutsis avant qu'ils ne nous tuent n'aurait eu un impact aussi fort parmi les populations Hutus du Rwanda. Exploités par la propagande officielle, ces deux événements vont permettre l'éclosion d'un mouvement qui rassemble tous les extrémistes du pays. Un monstre est né, le Hutu Power. Bonsoir mesdames et messieurs, constants téléspectateurs de notre canal 332 d'RTV International. Il est 17 h et à 7 h vous suivez votre magazine 100% éducatif, ça se passe à l'école. Merci pour votre fidélité, toujours branché, toujours scotché, assis très confortablement sur vos sofas lorsqu'il est 17 h. Et à nous, ça nous fait très plaisir. C'est toujours Kevin Lyon, votre présentatrice. Voilà, au cours de cette édition, mesdames et messieurs, nous allons parler de notre concours EPG. Et en deuxième position, nous allons parler du tour des écoles.
Voilà les amis, comme je l'ai dit en amont, nous allons parler du concours EPG, notre concours éloquent pour la prévention du génocide. Mais de quel génocide parlons-nous? De tout génocide. Et j'en parle sur ce plateau avec Leslie. Leslie, vous la connaissez d'ailleurs, c'est notre coach des candidats qui participent à cette compétition inter-lycée du concours d'éloquence sur l'Holocaust. Bonjour. Bonjour KB, En forme? très en forme. C'est encore un plaisir pour moi de te retrouver sur mon plateau, Leslie. Partager KB. Eh bien, je t'appelle encore une fois parce que certains ne t'ont pas suivi dernièrement. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle encore que Leslie, c'est la coach, celle qui coach les candidats pour cette compétition. Elle leur apprend toutes les tactiques pour réussir cette compétition. C'est quand même une compétition de représentation de son école et Leslie, elle est douée pour ça. Leslie, alors, qu'est-ce que ça fait de se sentir coach soudainement? Au début, quand on reçoit une telle nouvelle, on se dit c'est beaucoup de responsabilités. Exactement. C'est pas que j'ignore ce que je peux transmettre à des candidats comme ça, mais c'est toujours beaucoup de responsabilités de devoir, toi, entraîner des gens, leur montrer le chemin à suivre, ce qu'il faut faire pour telle ou telle autre chose. Mais après, quand on s'y lance, on se rend compte que vraiment, c'est d'ailleurs un plaisir de partager des moments comme ça avec tous ces candidats. Ils ont chacun quelque chose de particulier, une certaine intelligence que vraiment, les instants coaching sont de vrais instants de bonheur. Et surtout, on voit que chacun d'eux vient d'un milieu un peu différent. Exactement. Est-ce que tu arrives à canaliser tous les comportements? Est-ce que tu les retiens vraiment à l'attention lorsque tu donnes cours? Ce n'est pas très facile, je l'avoue, mais bon, avec Leslie, on est obligé de suivre. Est-ce pour... Voilà, c'est très marrant. Est-ce pour la première fois? Oui, je dirais oui, c'est pour la première fois. Bon, enfin, j'ai déjà eu à encadrer mes pairs dans le cadre d'une activité pour la santé, pour le VIH et SIDA. Pour un concours comme ça, c'est la première fois, mais un coaching, je ne dirais pas vraiment que ce soit la première fois. J'ai l'habitude de ce genre d'entretien. Alors, Leslie, où en es-tu avec les activités de EPG? Pour les activités de EPG, nous sommes encore à l'étape des coachings. Les ateliers continuent, la formation. Nous voulons emmener les candidats à mieux comprendre le sujet, à bien s'en imprégner pour mieux transmettre. Et aussi les codes de l'éloquence, comment il faut se tenir, comment il faut parler, toutes ces choses importantes là pour qu'ils fassent de belles présentations. Voilà, on les apprend lors des ateliers coaching, donc on en est encore là. Par rapport à l'atelier du samedi, d'ailleurs, on aura à projeter tout à l'heure, s'en emprunte-t-il vraiment à un troisième atelier déjà? Effectivement, je sens que les candidats sont de plus en plus prêts. Voilà. Ils sont en train d'arriver où je veux qu'ils arrivent. Ils ne sont plus au point zéro. Voilà, l'avantage de ces ateliers, c'est que de jour en jour, ils apprennent quelque chose. Et vraiment, c'est parti pour qu'on ait de très belles présentations lors de cette compétition. À l'atelier du samedi, en présence de monsieur Casimir Ntezirimana, le conseiller de l'ambassadeur du Rwanda. Quelle communication a-t-il eu à faire devant ces candidats? Bon, d'abord, il y a eu la projection d'un film super important sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Voilà, surtout qu'on avait dit que c'est un génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Très important de le préciser. Voilà. Donc, il y a eu projection d'un film sur ce génocide. Et ensuite, M. Ntezirimana a fait une belle communication. Bon, lui, en tant que personne qui a vécu le génocide dans son peuple, dans sa terre, de très près, comme tu le dis, KB, il est mieux placé que nous autres, quelles que soient les séances de coaching, pour parler d'une telle chose. Donc, sa communication était très importante. Ça nous a permis de comprendre, de nous rapprocher un peu plus d'un génocide. Voilà. Très bien, merci Leslie. Et à présent, fidèles téléspectateurs, c'était Leslie, Leslie la coach, c'est elle. La coach, elle connaît tout sur EPG. Elle peut très bien vous coacher, vous aussi, si vous voulez bien participer. Je parle là aux lycéens, bien sûr, parce que nous avons encore, il paraît-il, des places vides. Exactement, nous avons des places, nous avons des lycées qui s'inscrivent encore. Nous avons encore des places, nous n'avons pas clos les inscriptions. Donc, je lance un message aux lycéens,
aux proviseurs des lycées, aux directeurs des écoles. Nous avons des places pour ce grand concours EPG que nous avons ouvert déjà depuis la semaine passée. Je pense qu'on en a parlé sur ce même plateau. Nous avons ouvert ce concours aux écoles privées. Très bien, ok. Voilà maintenant, les amis, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, constants téléspectateurs, je vous propose de suivre cette vidéo en atelier qui s'est tenu ce samedi en présence de l'ambassadeur, du conseiller de l'ambassadeur du Rwanda, M. Casimir Tezirimana, atelier animé par lui, par Leslie, celle qui est coach, ainsi que les candidats qui y étaient présents. Allez, suivez et on revient juste après. Ces images de barbarie semblaient incompréhensibles. Des Africains se battaient à coups de machette et on nous parlait de haines ancestrales, de massacres interethniques, de guerres tribales. Nous avions 15 ans et nous ne comprenions pas que cette histoire était aussi la nôtre. Pourtant c'était un génocide et il avait lieu sous nos yeux. Au Rwanda, il ne s'agissait ni de barbaries ancestrales, ni d'une soudaine explosion de violence, mais d'une histoire politique et moderne. Ces hommes qui massacrent leurs voisins sont avant tout des êtres humains. Qui a coûté la vie de plus de des millions de la population rwandaise. C'était en 1994, mais qui tire des raisons dans les causes lointaines, comme on l'a dit, où chacun ne voulait plus l'autre. La haine raciale qui guidait les auteurs du génocide ne date pas de la nuit des temps, mais trouve son origine à la fin du XIXe siècle. Alors que le racisme moderne et ses théories pseudo-scientifiques naissent en Europe, des explorateurs allemands pénètrent au Rwanda, le dernier territoire inexploré d'Afrique. Ils y découvrent une société centralisée divisée en deux groupes, les Hutus et les Tutsis. Habités par leurs théories raciales, les colons allemands puis belges vont transformer ces deux groupes en deux races distinctes. Ils façonneront ainsi chez les Rwandais eux-mêmes une conscience raciale jusque-là inexistante. Vous avez dans le quartier, dans votre ville, ou je sais pas où, déjà, ce genre de choses, ah, cela, c'est pas bon, c'est pas bon, parce que ça conduit. Et vous verrez, ce qu'on a vu dans le film tout à l'heure, c'est la même chose. On commence à dire, non, mais ces gens-là, ils ne sont pas d'ici, ils ne sont pas venus, non, c'est nous les originaires, c'est comme ceci. Habités par leur théorie raciale, les colons allemands puis belges vont transformer ces deux groupes en deux races distinctes. Les Rwandais eux-mêmes, pour la couche instruite, qui était petite, mais enfin qui existait dans les séminaires ou dans les écoles d'auxiliaires de la colonisation, eh bien les Rwandais ont eux-mêmes, cette élite instruite, a appris qu'il y avait les uns et les autres, la race supérieure et la race inférieure. Et c'est cela surtout qui fait le tournant de la colonisation. Les colonisateurs n'ont pas inventé les Hutus et les Tutsis, mais ils ont donné à ce clivage social une allure raciale. Dès les premiers jours du conflit, tous les civils Tutsis sont désignés par le régime comme des complices biologiques du FPR. Des milliers d'entre eux sont jetés en prison. De 90 à 94, le régime Habyarimana va tout faire pour transformer la guerre politique qui l'oppose au FPR en une guerre raciale qui opposerait Hutus et Tutsis. Dès le début de la guerre, le régime crée ce qu'il appelle des structures civiles d'autodéfense. Concrètement, des armes sont distribuées à des milices Hutus dans le nord du pays. Il s'agit de militariser et de radicaliser les masses Hutus. Une nouvelle étape est franchie en 1992 lorsqu'Habyarimana organise les jeunesses de son parti en milice.
c'est la naissance des Interamwe, ceux qui travaillent ensemble. Par leur tenue traditionnelle et leur esprit festif, les miliciens Interamwe se rendent sympathiques. Ils embrigadent des milliers de jeunes Hutus. Formés et encadrés par l'armée, les miliciens Interamwe constituent de véritables escadrons de la mort, qui terrorisent les Tutsis et les opposants Hutus. Et généralement, on utilise la jeunesse. Vous avez vu dans le film, on a parlé, on a mis en place des milices. Les milices, c'était des jeunes. Pour aller de maison en maison, sortir les gens, demander les cartes d'identité, se mettre dans les rues, faire des barricades et tout ça. Vous avez vu comment un individu pouvait s'ordonner le droit d'ôter la vie à son semblable. Donc nous sommes dans ce sens lutter contre cette idéologie qui te donne le droit de se dire que non, celui-là n'a pas le droit de vivre. La raison pour laquelle ce concours est organisé avec nous, parce que je considère que nous sommes tous des jeunes, mais vous avez la particularité de l'âge. Donc, vous pouvez changer encore. Peut-être que moi, je ne peux plus changer à mon âge, mais vous pouvez encore changer. Vous pouvez comprendre et dire à votre grand frère, à votre ami qui est en train de vous dire ceci ou cela. Non, 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 mon frère, non, non. C'est mon frère. Pourquoi tu veux que je lui fasse du mal? C'est ma soeur. Pourquoi tu veux que je la viole simplement pour ça? Non. Ils nous chassaient par tous les moyens. La radio disait « Cet endroit est nettoyé, passez à celui-ci ». Des avions surveillaient même ceux qui sortaient des marais la nuit. Ils disaient « Il y en a ici, il y en a là ». Le groupe attaquait alors l'endroit désigné. Ils nous traquaient avec leurs chiens jusque dans le moindre buisson. Les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies a décidé de commémorer. Chaque année, nous avons donc 2 journées. La journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste, qui a lieu le 27 janvier, chaque année depuis 2005, et la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qui a lieu le 7 avril de chaque année. Les 2 journées ont une même thématique, un même sujet, le génocide. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je suis toujours avec Leslie. Et en suivant la vidéo, on a bien constaté que M. Casimir Tezirimana, conseiller de l'ambassadeur du Rwanda, n'a pas été le seul à faire une communication, mais il s'en est suivi de la communication de M. Prosper Mindou, qui est coordonnateur au Centre d'information des Nations Unies, UNIC. Alors, Leslie, je reviens à toi. Quelle a été l'utilité de la projection vidéo qu'on a vu les élèves tout de suite suivre? Par rapport aux travaux qu'imposent nos ateliers de coaching, toujours dans le but de rapprocher nos candidats un peu plus des événements, nous avons jugé bon de faire de les emmener à voir par image ce qui s'est passé pour mieux travailler le sujet. Les projections comme ça sont très importantes. Nous en avons prévu encore d'autres pour nos prochains ateliers, juste dans le but que la compétition soit vraiment intéressante, que la compétition soit bonne, que les candidats soient prêts, qu'ils sachent de quoi ils doivent parler dans les discours qu'ils vont présenter lors de ce concours. Ok, Leslie. Et bien avant, au premier atelier, par exemple, vous aviez parlé du génocide des Juifs. Et au deuxième et troisième, on remarque que vous parlez maintenant du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Est-ce que cela n'essaie pas d'embrouiller un peu les candidats? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'il faut réellement faire lors des discours? Parce que s'il fallait me mettre dans la peau d'un candidat à cette compétition, je me poserais la question de savoir
Sur quelle base, sur quelles conséquences le génocide juif ou perpétré contre les Tutsis au Rwanda devrais-je construire mon discours? Que serait ta réponse? Bon, ma réponse elle est très simple, c'est vrai, nous avons connu ce problème lorsque nous avons ajouté au sujet le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Donc je m'adresse à mes chers candidats qui très certainement me suivent en ce moment. Nous travaillons sur le génocide des Juifs et le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Les deux génocides. Donc le plus important, c'est de faire le lien entre les deux et de tirer des leçons, comme nous le demande notre thème. Okay. Donc voilà, les deux génocides, le génocide des Juifs et celui des Tutsis au Rwanda. Ok, donc trouver quelles étaient les conséquences de ces génocides et ensuite proposer des solutions. Exactement. Voilà, comme le dit le sujet, prévention des génocides. Exactement, toujours dans le but de sensibiliser, parce qu'il est important pour nos candidats de ne pas se détourner de la ligne même, le but même de cette compétition, la sensibilisation contre tout génocide. D'accord. Leslie, as-tu essayé de savoir, de te rapprocher des candidats ou encore de leurs responsables pour savoir la raison pour laquelle certains candidats désistent alors qu'ils ont déjà suivi une certaine formation? Bon, certains candidats, bon, il y a des raisons multiformes, hein. Aujourd'hui encore, je parlais avec une qui avait des problèmes de santé de sa maman. Ce sont des choses qui arrivent. Mais dans la majorité des cas, ce sont des enfants qui ont peur. Non, mais il faut se le dire, ce sont des enfants qui ont peur. C'est vrai. Ils ignorent au fait de quoi ils sont capables. Ils ont peur, une certaine frustration, une certaine timidité aussi. Voilà, plutôt que de vaincre ses peurs, on préfère se retirer, c'est plus facile. Les candidats, ils se croient parfois incapables lorsqu'ils voient les autres s'exprimer. Effectivement, ils se croient inférieurs aux autres, alors que pas du tout. Ils ont chacun la possibilité, je dis bien la possibilité, la capacité de faire ce qui leur est demandé. Voilà, Leslie, merci. Merci de t'être adressée à tes candidats, à ceux que tu coaches. Et maintenant, s'il te fallait prodiguer un conseil à ceux-là qui sont xénophobes, ceux-là qui sont tribalistes, que leur dirais-tu? Mon conseil ce soir et tous les jours de la vie va se résumer en un seul mot, tolérance. L'être humain a une nature un peu compliquée. On ne peut pas demander à tout le monde d'aimer tout le monde. Ce sera déjà très impossible. Impossible. Il faut qu'on s'accepte, qu'on se tolère. Puisque je vis, je sais que KB a le droit, les mêmes droits que moi, à la vie, à la liberté, à toutes ces choses-là. Il faut qu'on se tolère, il faut qu'on donne à chaque être humain sa chance. Voilà, c'est la meilleure façon de construire un monde meilleur. Merci Leslie. On tend vers la fin de notre discussion, mais je vais quand même soulever un point dit dans les coulisses, entendu lors de l'atelier. Un candidat qui a dit que le fait de tuer des souris dans ta maison ou le fait de jeter de l'insecticide à des cafards est un acte génocidaire. Oui. Est-ce qu'ils comprennent vraiment le sujet? Savent-ils vraiment sur quoi ils doivent construire leur discours et compétir? Je pense que les candidats, oui, savent sur quoi ils doivent construire leur discours. Mais pas dire que c'est génocidaire de tuer des souris dans ta maison. Ce qui s'est passé, KB, c'est qu'un candidat m'a répondu que le génocide est une extermination. Ce candidat n'avait pas complètement tort, mais je voulais que la réponse soit complétée. Je lui dis une extermination, il dit oui. Donc, si j'extermine des cafards chez moi, est-ce que c'est un génocide? Il me dit oui. Je ne sais pas si nous avons des images. Vraiment, la salle a bougé parce que les rires qui ont éclaté étaient mais vraiment sensationnels. Mais est-ce que c'est pas fondé quand même? C'est quand même fondé, hein, ça réponse. Bon, ça c'est une extermination. Mais est-ce que c'est un génocide? Ah, c'est un peu fort. Hein? C'est très fort. Merci Leslie, en tout cas c'est un plaisir de t'avoir sur mon plateau parce que moi également j'en apprends beaucoup sur le génocide d'ailleurs, ainsi que tous ceux qui ne savaient pas c'est quoi un génocide. Merci Leslie. En tout cas c'est pas l'extermination des cafards. Très bien, oui, ni des souris, ni des fourmis, non, c'est quand ça attaque les êtres humains. En grande masse. En grande masse, oui. Qu'on parle de surtout génocide. lorsque c'est planifié en amont.
on sait qu'il faut tuer des gens en grande quantité en génocide. Là, c'est un génocide. Très bien, merci Leslie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur mon plateau ou dois-tu déjà déguerpir? Bon, je vais dire juste un petit mot à mes candidats. Courage. Je vois le stress, je vois la pression, mais vous êtes capable de faire beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Donc, prenez courage, je suis là pour vous. On va travailler, on va faire de grandes choses et on va mettre en place une très, très, très belle compétition. Mettre en place une grande compétition, mais pour ceux-là qui arrivent un peu plus tard que les autres. Certains ont pourtant déjà suivi une grande formation, une bonne formation. Lorsqu'ils arrivent en retard, est-ce qu'ils n'ont pas quand même des idées un peu floues par rapport à ce que vous avez déjà fait? Si, mais pour cela, nous organisons des sessions spéciales de rattrapage pour les mettre au même niveau que tout le monde. Exactement, tout est prévu dans l'organisation de notre EPG 2019. Merci Leslie, EPG 2019, coach Leslie. Merci Leslie d'avoir été sur mon plateau. Fidèles téléspectateurs, c'était la Leslie. Elle nous a parlé de la suite de cette compétition où on était là avec l'organisation de EPG, éloquent pour prévenir tout génocide. Aux candidats, elle a bien dit que vous êtes capable de défendre vos écoles, surtout de faire valoir votre intelligence par rapport à ce qu'elle vous apprend déjà aux ateliers. Leslie, par exemple, les 6 codes d'éloquence pour qu'ils soient encore un peu plus sûrs d'eux. Les 6 codes d'éloquence, je pense que c'est devenu la chanson de tous mes candidats. Oh là, oh là. C'est devenu la chanson de tous mes candidats. Oui, c'est clair parce qu'il faut, il faut connaître tout ça pour Exactement. gagner. Alors, puis-je les connaître? Bien sûr. Faut-il les connaître? Ils peuvent demander à KB. KB les pratique tout le temps sur son plateau. Ah bon? Ah non, c'est le 6e code d'éloquence, la pratique. Oui. Nous avons une bonne tenue d'abord. Donc, un bel aspect vestimentaire. Et dans la posture aussi. Bien se tenir. Tout ça, voilà. Tout ça dans une bonne tenue. Et les contacts visuels. OK. Toujours regarder son public, toujours établir cette relation à travers le regard. Pour attracter l'attention. Exactement. Voilà. Et puis, il nous faut une certaine assurance. On parle de conviction. Il faut savoir convaincre. Il faut être sûr du message que l'on transmet pour que le public donne son attention, parce qu'on n'écoute que quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle. Oui, surtout ne pas employer de grands mots sans savoir les placer. Par exemple, dire otorhinolaryngologiste sans pourtant savoir où le placer. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Okay. Oui, il faut aussi une certaine sincérité. Je crois qu'on est au 4e code. La sincérité, c'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, il faut vraiment que ça vienne du cœur. D'où même l'importance de nos ateliers pour que les candidats s'imprègnent un peu plus du sujet. Parce qu'il faut vraiment que ça sorte d'eux, que ce soit sincère, que ce soit vrai, qu'il y ait de l'émotion dans ce qu'ils disent. Savoir exprimer les sentiments, en fait. Et il y a la voix. Il faut qu'un discours soit audible. Pas créa, on murmure pas non plus, mais il faut que ce soit audible. On peut toutefois moduler. Oui. Mais il faut qu'on reste audible. Et dans tout ça, le 6e code, mon préféré, c'est la pratique. Quand on pratique tous les 5 premiers codes, on a réussi à être éloquent. Ok, merci Leslie. C'était là la suite des activités EPG. Merci, nous en sommes là et on s'arrête là pour le moment. Merci. Pas d'évolution pour le moment, on est là. On est là. Très bien, fidèles téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi Leslie dans sa communication concours EPG. Maintenant, nous allons passer à la 2e partie de cette émission. Voilà, fidèles téléspectateurs, maintenant tour des écoles.
Nous allons parler de notre festival à MECAT. D'ailleurs, EPG fait partie du MECAT. Mais là, nous parlons du tour des écoles avec notre compétition interscolaire toujours. Cette fois-ci, avec seulement les élèves du collège, du primaire et aussi du lycée, n'est-ce pas? Voilà, le lycée, nous avons EPG qui est le concours d'éloquence. Et concernant les élèves de la classe de SEM, donc au primaire, nous avons notre rubrique Papa, Maman, Merci, sur laquelle nous tournons des vidéos à mettre en compétition. Et ensuite, nous aurons notre concours d'art oratoire, donc le bien parler, en concours d'art oratoire. Oui. Bonjour Déborah. Bonjour Kate. Sans la présenter directement, puis les téléspectateurs, je suis sur ce plateau avec votre coach préféré. La coach cool, très sympa, toujours souriante, un peu comme ça. Déborah, tu vas bien? Je suis toujours en forme, moi. Eh bien, ça fait longtemps que je t'ai reçue ici. Bon. Trop de terrain. On peut dire ça comme ça. Trop de terrain. Déborah, elle est tout le temps sur le terrain à animer ses ateliers comme d'habitude. Et cette fois-ci, pourquoi viens-tu sur mon plateau? Parce que récemment, nous étions à Kitélé avec le complexe scolaire Mathieu, dont nous avons travaillé avec les élèves du SEM, toujours dans la rubrique Papa, Maman, Merci. Ok. À quel atelier sommes-nous à Mathieu? C'est le premier. Le premier atelier. Mais pourquoi ce retard par rapport à d'autres écoles qui sont déjà à la phase tournage d'émissions, phase DT1, DT2, ou encore à la phase déjà du choix du capitaine? Pourquoi à Mathieu, il y a encore ce retard accumulé? Premier atelier, tout ce temps passé? Parce qu'on avait fait une erreur. Je dirais personnellement, j'ai fait une erreur. Au lieu de passer par le professeur concerné des élèves, j'ai passé directement par la promotrice. Or, au fond, la promotrice ne peut pas toujours être à l'école et elle peut oublier tellement qu'elle a beaucoup à faire. Le temps d'appeler encore l'école, ben voilà, l'équipe va passer, elle oublie. Et récemment, elle nous avait donné le numéro du professeur. Maintenant, nous sommes en contact directement avec les professeurs concernés et on traite directement. Donc là, on revient sur le point où on disait il faut avoir un contact direct avec le professeur de la classe, qui tient la classe. C'est ça. Voilà, donc c'est ce que tu as fait cette fois-ci. Oui, ça j'ai fait. Là, tout est cool, quoi. Ok, on va commenter tout à l'heure, Déborah. Je verrai bien si ce que tu dis est vrai. Voilà, les amis, je vous propose de suivre cette vidéo. Le premier atelier, le tout premier atelier qui s'est tenu à l'école Mathieu à Kintelé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, tu étais en compagnie de Justice Mouk. Justice Mouk. Très bien, suivez, fidèles téléspectateurs, et on revient un peu plus tard. Là-bas, tu ne le fais pas. Regarde. Je m'appelle Masue Mukele Marion. Itu Amipokwa Emiliana Grace. Aujourd'hui, nous avons répété pour un concours. Le thème, c'est « J'aime mon école et je l'entretiens ». Nos insuffisances et nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses. Le nom de la rubrique de notre émission est Papa, Maman, Merci. Dans cette émission, les poètes et les dessinateurs doivent prouver à quel point ils aiment leurs parents en dessinant et en faisant des poèmes. Après que les visiteurs soient partis, le jury va récupérer les œuvres afin de déterminer quel est le meilleur dessin et la meilleure poésie. Mon rôle à moi, c'est d'interroger les jurys sur les résultats. Mon rôle à moi est de présenter l'émission. Openda Inès, juge. Bonjour, je m'appelle Mangondo Gersi, dessinateur. C'est possible de
la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées, c'est encore possible. J'avais dessiné le drapeau et les personnes qui faisaient la montée des couleurs. Bonjour, je m'appelle Okanje Brotini, dessinateur. De voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. J'ai dessiné des salles de classe, c'est l'endroit où les élèves se trouvent pour étudier leurs leçons. J'ai aussi dessiné des élèves en train de faire la montée des couleurs, parce que le drapeau est le symbole de notre pays. J'ai dessiné l'établissement, les classes et le drapeau. Et le monsieur qui surveille, et le directeur. J'ai vu deux personnes. Et la troisième personne, ce n'est pas facile. J'ai vu la fille et le garçon. Ici, nous voyons la levée des couleurs. Ici, la levée des couleurs, levée des couleurs, levée des couleurs, levée des couleurs. Il n'y a rien de nouveau. Donc lui déjà, levée des couleurs, on peut mettre de côté. Ici aussi, levée de couleurs, c'est bien. Dans les deux dessins, on parle de l'école, la classe, les enfants et tout. Tout se passe à l'intérieur. Mais lui, ce qu'il a apporté de nouveau, c'est l'extérieur au fait. J'ai choisi celui du milieu. Parce que celui du milieu, il a mis le directeur et le surveillant. Il a mis le surveillant en train de surveiller le dehors de l'école pour surveiller les élèves qui sont dehors, qui font du banditisme. Et la deuxième raison est ce qu'il a mis le directeur. Il a mis le directeur, moi ma raison est le directeur parce qu'il surveille les études de chacun enfant dans l'établissement. Et il a dessiné, il a mis Mathieu. Mathieu alors que les autres n'ont pas mis Mathieu. Il a mis le nom de son école. Moi aussi je choisis celui du milieu. Parce qu'il a prouvé que notre école est associée de l'UNESCO et il a montré le directeur général et il a montré le surveillant général et le directeur des études. Il a dessiné le drapeau et il a écrit le nom de son école et il a écrit le nom de l'école que son école est associée. Mon dessin n'a pas été sélectionné. C'est possible de J'ai dessiné une fleur pour montrer la beauté de notre école. J'ai dessiné des élèves parce que ces élèves mettent le drapeau en place. J'ai dessiné un drapeau qui est le symbole de notre pays. Et j'ai dessiné des élèves pour faire l'hymne national. Mon dessin n'était pas sélectionné, alors j'ai choisi d'être au parti de reporter. Reporter numéro 1, c'est pourquoi j'ai écrit R1. D'accord? Reporter numéro 1, toi ton rôle sera d'interviewer les challengers, c'est-à-dire, toi tu vas interviewer ceux qui font dessin, les dessinateurs. Quand j'étais éliminé, j'étais tellement triste. Et j'ai choisi d'être partie des reporters. Mon travail est d'interviewer les dessinateurs. Je me nomme Bomola Keyana. Je présente l'émission L'amour de son école. Aujourd'hui, j'ai reçu Madame Nadorel. Bonjour Madame Nadorel. Bonjour Madame Keyana. Quand tu dis bonjour, elle t'a entendu bonjour. Après, pourquoi tu dis? C'est pas elle qui commence, c'est toi qui commence. On doit savoir de quoi tu parles, de quoi tu veux parler. Parce que si on ne sait pas, du coup, pourquoi on va même te suivre? Tu veux parler de quoi? Vas-y, fais-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au niveau des enfants par exemple? Toi, ton rôle, c'est présenter l'émission. Moi, je dis présenter l'émission, c'est nous présenter, nous faire la introduction de l'émission et sa conclusion. Ça, c'est pas difficile. Il y a un texte qui est déjà préparé pour toi,
Monsieur va te remettre ça si tout va bien demain ou après-demain. Tu vas commencer déjà à mémoriser ça. Ok, mademoiselle Itoua, que pensez-vous du banditisme? Je pense que le banditisme est une mauvaise chose, surtout pour les enfants. Quel conseil peux-tu donner aux enfants qui pratiquent le banditisme? Comme conseil, j'aimerais leur donner d'arrêter le banditisme, car quand l'État, le jour que l'État va leur surprendre en train de faire le banditisme, on pourra les enfermer et leurs parents seront très déçus. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission et d'avoir mis cette chaîne. Nous nous disons à très bientôt. Voilà les questions taraudent lorsqu'on dit le thème programme d'assainissement, j'aime mon école, je l'entretiens. Et bien c'est simplement parce que cette compétition a pour but de créer 160 clubs d'hygiène dans les écoles, programme d'assainissement. Et bien sûr avec la rubrique Papa, Maman, Merci, sur laquelle les élèves de la classe de CEM travaillent pour écrire des poèmes à leurs parents, des poèmes remerciant et aimant leurs parents. Déborah, au début, je dis plutôt, au milieu de cet atelier, j'ai vu Justice danser. Le caméraman, il a dansé. Les élèves étaient maintenant fatigués et ils avaient maintenant faim. Du coup, il fallait faire quelque chose pour remettre leur énergie en place et tout. Voilà. Donc, on a fait une séance de danse, de sport avec eux. Et pour ceux qui aiment bien la danse, c'était une occasion d'en profiter. Ok, Déborah. Et je tiens aussi à rappeler que nous sommes passés de 4 ateliers à 3 parce que le premier, c'est premier atelier et casting. Le deuxième, vous avez jumelé? Oui, le deuxième aussi on jumelle, le deuxième et le troisième. Et au troisième, nous passons au tournage. Très bien, Déborah. Et quelle est la suite du programme? La suite du programme, prochainement, on sera avec Elohim. Là, nous sommes dans le choix du capitaine et de son adjoint au sein de l'établissement. Et on se retrouve avec la grecque, c'est leur troisième atelier, disons leur atelier de pré. Donc c'est les écoles que nous pourrons suivre prochainement. Oui, c'est ça. Merci Déborah. Fidèles téléspectateurs, c'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre nouvelle application créée sur la DIRTV Internationale sur laquelle vous pouvez suivre désormais tous les programmes de la DIRTV. Et aussi, nous sommes très contents que vous réagissez sur nos pages Facebook, sur WhatsApp. Fidèles téléspectateurs, à présent, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Continuons sur les réseaux sociaux, sur Internet. Continuez à rester sur la DIRTV Internationale pour la suite des programmes. C'était Kevin Laliana. Bye bye. Merci de nous avoir suivis. Continuons ensemble sur Internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine éducatif.